Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Les titres qui vous seront développés dans cette édition. Pèlerinage 2017, un premier contagion de 218 personnes ont quitté Djibouti vers la Mecque. En nouvelle du monde, entre les États-Unis et la Corée du Nord, le feu et la colère. Trump juge sa déclaration assez dure. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Le premier contagion des pèlerins djiboutiens en partance vers le Hajj a quitté Djibouti et vers la Mecque vers 10 h. La compagnie nationale de Air Djibouti, qui s'est excusée auprès de ses clients, a affrété un avion gris, un Boeing 767 à bord duquel ont pris place 218 pèlerins, afin de rattraper le retard de 48 heures. Avec ce nouveau appareil, Air Djibouti va acheminer les 122 pèlerins pour le Hajj dans les délais prévus ce matin. Au final, les passagers se sont rendus à l'heure prévue à l'aéroport et ont pu prendre l'avion dans de bonnes conditions, d'où la bonne ambiance qui régnait à l'aérogare. Le ministre du WARF par intérim, M. Younis Ali Guédi, dans le ministre de l'Énergie, ainsi que les responsables du ministère des Affaires musulmanes, ont salué les pèlerins djiboutiens à leur départ à destination du premier lieu saint de l'islam. Quelques 1200 pèlerins sont inscrits à la liste cette année pour effectuer le Hajj dans le 5e pilier de l'islam. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles qui a accompagné de l'équipe de l'Agence djiboutienne de développement social ont procédé ce mercredi 9 août une visite sur le terrain afin de faire le point sur l'état d'avancement des travaux de construction du centrale solaire à Saïla, dans la région du Dikil. La délégation comprenant le directeur de l'énergie, Goulet Mohamed Hassan, et le directeur général de l'ADS, Mahdi Mohamed Jama, a été accueillie par le vice-président du conseil régional, monsieur, ainsi que les élus locaux. Et en effet, ce projet d'envergure est destiné à enclencher une nouvelle dynamique de développement, car la localité compte 2500 âmes qui, jusqu'à présent, est alimentée d'électricité au moyen d'un groupe électrogène, ajoutant que la pose de la première pierre s'est déroulée sous le parrainage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed il y a quelques mois, accompagné d'une importante délégation gouvernementale composée du ministre de l'Économie et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et de la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden. Et dans une intervention, le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social, M. Mahdi Jama, a mis en exergue le rôle de l'ADS qui a pour mission d'appuyer sur le développement des régions ainsi que la réalisation des infrastructures économiques et administratives, favoriser le renforcement des capacités des bénéficiaires pour faciliter l'accès à l'emploi et le développement des activités génératrices de revenus. Lors de ce déplacement, la DDS a pour sa part aussi procédé aux préparatifs de l'extension du programme Filet social pour le village de Assela. Autre nouvelle du pays, la construction du port de Tajoura et la construction de la route Tajoura-Bel'ou ont créé un nouveau dynamique dans la région. Un jeune prometteur, Boulhan Ali Gadili, a lancé un grand projet immobilier qui est en cours de réalisation dans la ville blanche, située en aval de l'oued de Markazi, non loin du célèbre mausolée du Cheikh Mohammed et du plage du même nom. Ce projet immobilier porté par un homme d'affaires natif de la ville. Le projet immobilier qu'il vient de lancer à Tajoura est un concept novateur. Sous la dénomination de Gadili Palm Village, il prévoit la construction des logements sociaux de 30 villas de duplex de moyen standing, 60 appartements et un hôtel 3 étoiles d'une 50aine de chambres.
Le complexe comprenant également un centre commercial, une corniche de 800 mètres et un jeté d'accostage blanche. Il est important de rappeler qu'il s'agit du plus grand investissement privé jamais réalisé dans la région. Notre pays a eu déjà un impact important dans la région Tadjoura puisque plus de 200 personnes ont trouvé du travail dans la construction de ces immobiliers. Selon un responsable des travaux, beaucoup de chômeurs ont trouvé un emploi grâce à ce projet titanesque de construction de village. Et le lancement du prometteur qui a déclaré ainsi que les membres du commerce, de Chambre du commerce de Djibouti et le prometteur immobilier, ce projet a déclaré que ce projet va changer l'image de la ville Tadjoura avec une offre de logements très variée. Il a remercié et encouragé la réalisation de ce projet. Et qui permettra aux investissements qui ont été mis en place par l'État ici d'avoir d'offres de logements très variées. Donc il y aura à peu près une trentaine au bord de la mer, à l'accès directement à la mer, et juste après il y a une route derrière, et derrière la route il y aura des petits pavillons qui seront à des coûts vraiment très modérés pour des populations à revenus intermédiaires moyens. La région de Tadjoura, d'abord, et ça va créer un dynamisme économique autour de ce projet qui est quand même, il faut le reconnaître, après les ports et les chemins de fer qui sont prévus à Tadjoura, un projet privé de cet ordre-là n'a jamais été réalisé à Tadjoura. Donc on espère vraiment, c'est un challenge pour nous, et on aimerait qu'autour de ce projet, il y ait un consensus au niveau de la région pour qu'on nous aide et on avance le plus vite possible sur ce projet-là. Surtout, je voudrais remercier le président de la République. Dès que je lui ai présenté les projets, a pris à cœur et m'a permis d'avoir ce terrain en ancienne piste d'atterrissage de Tadjoura qui est désaffecté, par lequel il m'a permis de réaliser ce projet qui est vraiment un investissement futur pour la région et le développement de Tadjoura. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali-Sibié, en collaboration avec l'armée Riyad d'Ali-Sibié, ont intercepté hier matin une quantité importante de cartes en provenance d'Éthiopie de la zone de Aramodouli, à 2 km de la frontière d'Ali-Sibié. Ces lots de cartes évoluent près de 120 kilos repartis en 16 colis et transportés par des spécialistes. Des opérations effectuées sous l'autorité et le commandement du colonel Abdouassa Ben Mohamed et le responsable de la brigade de douane d'Ali-Sibié, M. Idriss Ahmed Boulhan. Ces derniers ont aussitôt procédé ensuite à la destruction de ces cartes prises par le feu. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Goulet Ahmed, a adressé ses félicitations à l'ensemble des éléments du douane et du régime interarmé d'Ali-Sibié pour leur collaboration dans la lutte contre la contrebande. Et dans la page nécrologique de cette édition, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Youssouf Ibrahim Mohamed, survenu en France ce matin tôt dans la région de Poitiers après une longue maladie. Le défunt né à Tadjoura en 1961 et un patriote très gentil, a-t-il déclaré entre ses proches. Sa culture générale très approfondie dans de nombreux domaines. Actuellement, il occupe le place de conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur. Il laisse derrière lui une veuve, 5 enfants et 2 sœurs ainsi qu'un frère. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel de la radio-télévision Djibouti partagent la douleur de la famille de feu Youssouf Ibrahim qui leur présente leurs sincères condoléances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'était de nos titres, le feu et la colère. Trump juge sa déclaration pas assez dure. La guerre des mots se poursuit entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donald Trump a défendu jeudi sa formule controversée de mise en garde à Pyongyang qu'il a promis le feu et la colère en cas de nouvelles menaces. Franchement, je vois des gens qui doutent de cette déclaration. Est-ce qu'elle était pas assez dure? Peut-être qu'elle n'était pas dure du tout, a assuré le président américain depuis son golf
dans le New Jersey, où il passe ses vacances. Les habitants de notre pays respectent et apprécient la tranquillité. Je vous dis, si la Corée du Nord n'arrête pas ses actions et ainsi que ses menaces, nous les allons répondre, car des choses leur arriveront, et a-t-il déclaré en substance, a poursuivi Donald Trump, interrogé sur d'éventuelles frappes préventives visant la Corée du Nord pour contrer le développement de ses programmes nucléaires et basilites. Le président américain s'est refusé à tout commentaire. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Les minutes de focus tout de suite. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola? C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire. Savourer le moment. Bonjour et merci de nous rejoindre pour les minutes focus. Samatar Saïd nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Samatar. Bonjour, bonjour à vous. Eh bien, vous allez nous parler de la bombe qui est tombée sur le Japon, précisément à Fukushima, datant de la Seconde Guerre mondiale. Oui, une bombe datant probablement de la Seconde Guerre mondiale a été découverte hier dans l'enceinte de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima à Daiichi, a indiqué l'exploitant. L'engin a été repéré vers 7h30 heure locale par un employé d'une société sous-traitante au cours des travaux pour créer un parking, a expliqué un porte-parole de la compagnie Tokyo Electric Power. La bombe a d'une longueur d'environ 85 cm pour 15 cm de diamètre, se trouvait dans le sol à une distance d'1 km de bâtiments de réacteurs, 2 à 3 sites, a-t-il précisé. Ce sont les forces d'autodéfense, non de l'armée japonaise, qui devraient prendre en charge l'opération de retrait après avoir vérifié les risques d'explosion de l'engin. La région où est implanté le central de Fukushima à Daiichi a un cheval sur les localités côtières de Futaba à Okuma au nord-ouest et hébergerait en temps de guerre une base aérienne de l'armée nippone et a subi des bombardements américains selon les Américains. Les informations dont dispose TEPCO. Ces deux agglomérations ont été entièrement évacuées dans les jours suivants. Le catastrophe atomique de mars 2011 demeure désert et inévitable. Le central nucléaire de Fukushima à Daiichi était actuellement l'objet d'importants travaux en vue du démantèlement des 6 réacteurs. Merci Samatar pour ces analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, les journaux ainsi que les infos contenues sur Télévision.